Après la mort de Duplessis, c'est le moment de la Révolution tranquille. Je vous ai déjà parlé des deux mesures phares de cette révolution, entre guillemets. L'électricité est nationalisée par René Lévesque et les écoles et les hôpitaux sont décléricalisés. Désormais, ils ne sont plus gérés par l'Église, mais par l'État. Il y a donc un ministère de l'Éducation qui apparaît. Il y a également d'autres réformes liées à la Révolution tranquille. Par exemple, les femmes ont pleine capacité juridique désormais. Et toutes ces mesures progressistes semblent donner un nouveau souffle au Québec qui devait, semble-t-il, se lasser un peu du conservatisme de Duplessis. En 1976, René Lévesque est élu Premier ministre du Québec. Ce ministre, qui était très populaire, a claqué la porte du Parti libéral et il est devenu le chef de file du nationalisme québécois. Comme Duplessis en fait. Alors oui, on pourrait se dire finalement c'est un nouveau Duplessis, mais pas tant que ça. Duplessis ne se disait pas nationaliste, il était plutôt autonomiste. Après lui, le nationalisme va se développer, et non pas dans sa postérité, mais dans le courant de la Révolution tranquille, au contraire. Ça y est, le pays s'est modernisé, il s'est décléricalisé, l'État a montré qu'il était assez fort pour vaincre les grands capitalistes, alors maintenant que l'État a montré sa force, ne serait-ce pas le bon moment pour saisir l'indépendance? C'est une période où l'Église catholique a été mise hors jeu. La province de Québec est désormais seule à structurer la nation québécoise. Cette province ne devrait-elle pas devenir un État souverain? C'est ce que pense le fondateur du Parti québécois, René Lévesque. La victoire électorale du Parti québécois en 1976 rappelle un peu les grandes victoires de l'Union nationale. Il y a une véritable émotion palpable, une dimension collective dans la victoire, le sentiment d'appartenir à un peuple. Duplessis est mort en 59, Lévesque arrive au pouvoir en 76, et pendant ce laps de temps, je peux vous dire que le nationalisme québécois a fait du chemin. Je pense notamment à un événement. La France entière sait, voit, entend ce qui se passe ici. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Et ces millions arboraient des centaines et des centaines de milliers de drapeaux tricolores et de drapeaux du Québec, à l'exclusion presque totale de tout autre emblème. Le Québec jusqu'à Montréal sur les 250 km de la route longeant le Saint-Laurent, et que les Français canadiens appellent le chemin du roi parce que jadis, pendant des générations, leur père avait espéré qu'un jour un chef de l'État français viendrait à la parcourir. Le déferlement de la passion libératrice était tel que la France avait le devoir sacré d'y répondre sans embâche et solennellement. C'est ce que je fis. Et puis j'ai résumé le tout en criant « Vive le Québec libre !» Et il a répondu quoi, le Premier ministre fédéral? C'est un affront. Ben, tu t'imagines bien, il a répondu « Les Canadiens sont libres. Les provinces sont libres. Elles n'ont pas besoin d'être libérées. » Donc ça, c'est le premier événement. Il est assez considérable en soi, mais par la suite, il va tomber sur ce mouvement nationaliste québécois qui fait des adeptes de jour en jour une sorte de nuage noir. C'est la crise d'octobre. En octobre 1970, le Front de libération du Québec procède à 2 enlèvements, dont un assassinat. Qui a été assassiné? Eh bien, c'était Pierre Laporte, qui était député du Parti libéral, qui fut le révélateur du scandale du gaz naturel et qui fut aussi l'auteur d'un livre sur Duplessis. Il a été enlevé le 10 octobre 1970. Son cadavre est retrouvé dans le coffre d'une voiture 7 jours plus tard, stationnée dans l'aéroport de Montréal. Cette crise d'octobre, elle met mal à l'aise le Parti québécois et René Lévesque, qui n'est pas encore au pouvoir, je le rappelle. Elle se solde par l'arrestation des ravisseurs,
Mais elle est l'occasion pour Pierre Elliott Trudeau, qui est le Premier ministre fédéral, de se livrer sans embâche à son exécration contre le nationalisme québécois. Mais la crise d'octobre ne suffit pas à réfréner le nationalisme québécois. En 1976, comme je vous le disais, René Lévesque prend la place du Premier ministre. Pour la première fois, un homme qui soutient ouvertement l'indépendance prend la tête de la province. Une nouvelle ère peut commencer. Alors personnellement, j'ai écouté un petit peu les discours de René Lévesque. Il y avait chez lui une façon de parler très québécoise, avec simplicité, bonhomie, chaleur. Il s'adresse à ses électeurs comme il parlerait à sa famille. Il use de tout un tas de petites expressions du pays. La première chose qu'il fait, c'est de sortir des patarasses comme ça. Il s'est débattu comme le diable dans l'eau bénite. Je ne sais pas pourquoi on a fait ce genre de parallélisme un peu gnochon, là. On n'est pas un petit peuple, on est quelque chose comme un grand peuple. On n'est pas un petit peuple, on est quelque chose comme un grand peuple. Cette phrase a vraiment l'air de sortir des caves de la province, mais c'est pas de la langue de bois. La nation québécoise s'exprime dans son langage, et ça rend finalement les campagnes de Lévesque un peu émouvantes. En tout cas pour ses partisans. Que ce soit sa victoire en 1976 ou son référendum en 1980. Le mandat de René Lévesque est marqué par plusieurs événements. J'en retiendrai surtout 3. La loi 101, le référendum pour l'indépendance et le rapatriement de la Constitution. Tous les 3 sont des événements importants, des tentatives pour redéfinir les rapports entre la province et le fédéral. La mesure qui a eu le plus de postérité, je pense, c'est ce qu'on appelle la loi 101. En 1977, René Lévesque promulgue une charte portant sur l'usage de la langue française. Elle fait du français la seule langue officielle du Québec. La langue de l'administration, la langue du commerce, la langue de l'éducation, la langue des affiches publicitaires. Cette loi, il faut la connaître, elle est très importante pour comprendre la situation actuelle. Premièrement, elle montre que le Québec ne joue pas le jeu du bilinguisme. Depuis Pierre Elliott Trudeau, le Canada a voulu démontrer sa bonne volonté en disant « Nous sommes un pays bilingue ». L'anglais et le français sont les 2 langues officielles à égalité dans le pays. Par la loi 101, le Québec refuse ce discours. Il restera unilingue. C'est une manière de dire « le bilinguisme est une hypocrisie ». Le fédéral a toujours l'intention secrète de nous assimiler. Nous, Français, nous devons nous protéger. Si on fait de l'anglais une 2e langue officielle provinciale, l'anglais va tout coloniser. Donc la loi 101 a pour but de protéger l'usage du français. Que dit-elle des anglophones? En substance, elle leur reconnaît le droit à placer leurs enfants dans des écoles anglophones, mais elle y met une condition. Il faut que les parents aient eux-mêmes reçu une éducation anglaise au Québec. C'est un moyen de contenir l'anglais dans les foyers anglophones de la province. Des foyers qui se trouvent pratiquement tous à Montréal, soit dit en passant. Il ne faut pas qu'ils en débordent. Cette loi, elle est toujours d'actualité. C'est vraiment la loi nationaliste québécoise par excellence, et elle est toujours là. Malheureusement pour Lévesque, cette rétention de l'anglais ne va fonctionner qu'à moitié. Premièrement, en 1982, on a retiré la clause Québec, c'est-à-dire que les anglophones qui ont la permission, ce sont ceux qui ont eu une éducation anglaise non seulement dans le Québec, mais également dans n'importe quelle province canadienne. C'est Trudeau qui a réussi à obtenir cette reculade dans des circonstances dont on parlera bientôt. Deuxièmement, il existe des lacunes dans la loi qui permettent à certains enfants de passer à l'anglophone après seulement 1 année francophone. Troisièmement, dans les années 2000, la vague migratoire arrive, elle devient même le moteur de l'accroissement démographique, puisque les Canadiens ne font pas assez d'enfants. Et ces immigrés font généralement le choix de l'anglais, pour des raisons de facilité. Pas tous, mais une partie, ce qui fait que l'anglophonie progresse. Mais bon, ces lacunes n'empêchent pas quand même la portée historique de cette loi. En 1970, elle est un grand succès nationaliste évident, donc on peut dire que c'est une mesure forte qui lui donne tellement des ailes qu'il se met à songer sérieusement à franchir l'étape suivante. Et si l'indépendance, c'était pour maintenant? Alors je te le dis tout de suite, René Lévesque ne parviendra pas à atteindre ses objectifs,
et le Québec restera une simple province. Le premier obstacle, c'est le peuple québécois. Un retrait de la fédération n'est tout de même envisageable que si l'on sollicite l'avis des premiers intéressés. L'évêque organise un référendum en 1980 qui échoue. Il n'obtient que 40% des voix. Ce référendum, il portait le nom de souveraineté association. Le Québec prendrait son indépendance, mais il ne briserait pas ses liens économiques et monétaires avec le Canada, lequel deviendrait son associé principal. Ça n'a pas fonctionné. Les Québécois sont nombreux à se dire « Mais si le Québec devient indépendant, jamais Pierre Elliott Trudeau n'acceptera de s'associer avec lui. Donc il deviendra un pays complètement isolé et cerné par des puissances anglophones. » Finalement, au terme d'une campagne assez difficile, le non l'a emporté. Le PQ, dit-il, présente la souveraineté comme inséparable de l'association. Or, il ne peut pas y avoir d'association faute d'associés dans les autres provinces. Donc, pas de souveraineté association. D'ailleurs, je rajoute en passant, pour les passionnés de logique, si ça existe, Trudeau fait ici un pur syllogisme. On se moque parfois des règles élémentaires de la logique, qui sont un peu rébarbatives. Mais là, vous voyez que finalement, un syllogisme, bien fait et bien construit, peut être un outil assez puissant pour faire couler un référendum. Parenthèse refermée. Mais c'est qui ce Pierre Elliott Trudeau? C'est le papa de lui? C'est son père, oui. C'est un francophone, mais c'est surtout le premier ministre du Canada entre 1968 et 84. C'est un fédéraliste féroce qui ne déteste rien autant que les nationalistes. Pour lui, il n'y a pas de nation québécoise. Une sortie du Québec serait une insulte, un coup de poignard. Le Canada a une originalité unique, c'est une nation bilingue, biculturelle et au miracle parfaitement pacifique. Pour les gens comme Trudeau, le Canada est un défi à l'humanité. Oui, deux communautés peuvent cohabiter dans la paix, sans se déchirer. Ils peuvent apprendre la langue d'autrui, alterner leurs mandats et partager le calumet et rire ensemble. Si seulement il n'y avait pas ces nationalistes, ces fauteurs de troubles, ces égoïstes, qu'on entend pérorer à la Chambre avec sensationnalisme, qui viennent étaler leur frustration, ils veulent gâcher le miracle canadien. Tu vois bien qu'entre Pierre Elliott Trudeau et René Lévesque, il y a vraiment deux regards totalement différents, il y a un véritable duel. Et ce duel, il atteint son apogée au moment du rapatriement de la Constitution canadienne. Et c'est par cet épisode que nous allons terminer cette histoire. C'est quoi le rapatriement de la Constitution? Il faut la rapatrier? Elle n'était pas déjà au Canada? Eh bien non, je rappelle que le Canada est à l'origine un dominion britannique. En 1931, par le statut de Westminster, il obtient son indépendance. Tous les membres du Commonwealth sont désormais sur un pied d'égalité, Canada, Australie et même la Grande-Bretagne. Seulement, la Constitution de 1867 est toujours légalement une loi britannique. Le pays, bien qu'indépendant, n'a pas procédé à sa propre fondation. Et si un jour il veut réviser, amender cette constitution, la modifier, eh bien, il doit demander au Parlement qui l'a adoptée. C'est le Parlement de Londres qui voterait un tel amendement. Le rapatriement de la Constitution canadienne, c'est un surnom que l'on donne à la modification de la Constitution qui désormais pourra être amendée par le Parlement canadien et lui seul. Ouais, mais ça m'a l'air enfantin, ça tombe sous le sens. Sinon, il ne serait pas vraiment indépendant. Mais quel rapport avec le Québec? Eh bien, à première vue, il n'y a pas de rapport. Pourtant, il y en a un. À l'occasion du rapatriement, le gouvernement propose d'adjoindre une charte des droits et libertés à la Constitution. Et une grosse partie du problème vient de cette charte. D'abord, cette charte existe déjà au niveau provincial. Son existence est donc problématique car elle va protéger constitutionnellement des choses extrêmement vastes. Les libertés de l'individu, la liberté de religion, de langue, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association, le droit à la sécurité, le droit à l'assistance, le droit à la présomption d'innocence. Et c'est pas bien ça? Si, non mais c'est très bien. Mais cette charte, elle se fait au niveau fédéral. Elle peut donner au fédéral matière à intervention dans les provinces, sur quantité de sujets. Et il y en a qui vont évidemment poser problème. On pense à celui de la langue. Les francophones, on l'a vu, ils cherchent à franciser au maximum le Québec pour résister à l'anglicisation.
Or, si par exemple ils imposent l'apprentissage du français à un immigré ou à un Canadien anglophone établi au Québec, ils pourraient utiliser la Charte des libertés et estimer que le Québec ne lui obéit pas. Donc les questions de langue sont évidemment au premier plan. Il y en a aussi plein d'autres. En matière commerciale, en matière d'exploitation des ressources, en matière de taxation, le Québec voudrait inscrire certaines lignes rouges, mais Trudeau ne veut pas. Il ne veut pas céder un pouce de terrain aux provinces qui ne font que demander des garanties. Le bras de fer entre René Lévesque et Pierre Elliott Trudeau a été plutôt éprouvant. C'était pas une hargne durable, mais je trouvais presque inqualifiable certains de ses procédés, mais enfin, ça c'est une autre paire de manches. Mais qu'a-t-il fait de si inqualifiable? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, René Lévesque était parvenu à convaincre 7 provinces, en plus de la sienne, de refuser la Charte des libertés. Donc, déjà, René Lévesque pensait avoir des longueurs d'avance. Mais en novembre 1981, Trudeau est décidé à provoquer le rapatriement et l'adjonction de la Charte des libertés, coûte que coûte. Pour ce faire, Trudeau invite tous les premiers ministres provinciaux à en discuter à Ottawa. Pour casser le front des 8 provinces qui lui sont opposées, il propose à René Lévesque un accord à l'amiable. Je ne vais pas te préciser le contenu de cet accord, de toute façon, il est mensonger, il n'est là que pour gagner du temps. Toujours est-il que René Lévesque, sur le coup, l'a accepté. Et donc il s'est désolidarisé des autres provinces. Par la suite, Trudeau remet à Lévesque un papier qui contient donc les termes de l'accord qu'ils ont conclu ensemble. René Lévesque le lit, constate que le papier ne dit pas ce qui était convenu. Alors là, il est hors de lui, il décide quand même de se retirer. Il va se coucher à l'hôtel de Gatineau en face d'Ottawa. Il faut savoir que Gatineau est au Québec et que la frontière québécoise passe entre les deux villes. Ottawa est juste à côté du Québec. Alors je peux te dire qu'il était extrêmement en colère, sans doute que pendant qu'il dormait dans son hôtel, il s'est mis à rêver de la meilleure façon d'étrangler Trudeau avec son oreiller. Mais pendant ce temps, Trudeau, le vrai cette fois-ci, négocie pendant toute la nuit avec les 9 autres provinces. Au petit matin, Lévesque se lève, traverse l'Ottawa River, et sous ses yeux ébahis, il constate que l'adjonction de la Charte des libertés a été ratifiée par 9 provinces sur 10. Mais il lui manque une province. Effectivement, il manque le Québec, mais Trudeau passe outre. Rien ne l'oblige légalement à avoir l'accord de toutes les provinces. Il cherchait simplement un accord satisfaisant. En 1982, la Constitution est bien rapatriée sans que l'évêque puisse y faire grand-chose. C'est la 3e fois que l'évêque traverse une véritable crise, une véritable défaite. On a vu l'humiliation de la crise d'octobre, on a vu le référendum perdu, et maintenant, le rapatriement. Il continue néanmoins son mandat dans la douleur. En plus de cela, les années 80 sont difficiles à cause de la crise économique. Finalement, il démissionne, la mort dans l'âme, en 1985. Il s'éteint 2 ans plus tard, léguant à sa province bien des questions irrésolues. Bon, j'ai terminé le récit des événements courants de 1936 à 1982. J'ai certainement sauté un grand nombre d'épisodes, je ne pouvais pas tout raconter. Je voulais au moins que cette phase particulièrement cruciale pour l'histoire de la province soit bien claire dans votre esprit. Et maintenant, je vous propose d'essayer d'analyser ce qu'on vient d'expliquer et de le replacer dans le cadre de la grande histoire du Canada français. Nous avons commencé notre récit en 1936 et nous l'avons achevé en 1982. 3 choses ont changé pendant ce laps de temps. Primo, les modes de vie ont changé. Secundo, les acteurs politiques ont changé. Tertio, la menace qui pesait sur le Québec a changé. Vous allez voir, je vais m'expliquer en prenant un peu de recul historique et vous allez comprendre à quoi je fais allusion. Jadis, le royaume d'Angleterre et le royaume de France n'étaient pas seulement des États-nations. C'était des modèles d'États-nations. Ils donnaient à leur sujet l'impression de supporter à eux seuls la marche des civilisations dans le monde. Mais cette marche, les Anglais et les Français en avaient pris 2 chemins diamétralement opposés. Lorsque par malheur, un Français devenait citoyen de l'Empire britannique, il fallait l'assimiler. Autrement dit, consciemment ou non, on l'isolait, ou au moins on modifiait l'éducation de ses enfants de façon à s'en assurer la loyauté future.
C'est ce qui est arrivé aux Acadiens dans la violence, et aux Manitobains plus insidieusement. Mais au Québec, bizarrement, l'assimilation n'eut pas lieu. L'Église catholique avait tout verrouillé. Elle semblait avoir mis des cadenas sur toutes les portes. La peuplade que les Anglais trouvèrent dans les rues de Québec, après sa prise, était résignée et hostile. Devant cette situation embarrassante, il arriva quelque chose de surprenant. Le roi d'Angleterre fit quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis des siècles. Il accepta de traiter avec l'Église, en lui accordant la tolérance. C'est le fameux Acte de Québec de 1774. Bien sûr, cet acte a été perçu de façon dramatique par les Anglais à l'époque. Personne n'ignorait la haine totale que ces deux institutions se vouaient. Personne n'avait oublié la terrible époque des Tudors. Mais les temps avaient changé. La monarchie britannique sentait l'Amérique lui filer sous les doigts. Ce qu'elle cherchait, c'était de la loyauté. Cette même loyauté qu'à Boston on lui refusait, à Québec, l'Église la lui proposait. L'accord fut donc conclu. Et il fonctionna. Il dura près de 200 ans. Duplessis est l'un des derniers héritiers de cet accord. Catholique, mais loyal. Autonomiste, mais pas nationaliste. Il était pleinement un homme de l'ancien temps. Mais ce système finit par vieillir. Comme tout ce qui vit en ce bas monde, l'Église et la royauté se mirent à vieillir. Le monde paysan diminuait, les villes grossissaient avec de nouveaux besoins. Au christianisme succédait le matérialisme. Le Québec paysan devenait un Québec petit bourgeois. Les modes de vie changeaient. Et c'était Duplessis lui-même, à cause de la croissance économique qu'il avait suscitée, par son soutien aux capitalistes, qui avait entraîné cette évolution. Or, ce changement des modes de vie entraîna un changement des acteurs. L'Église et la royauté s'adaptaient toutes les deux très mal au bouleversement du monde moderne. Leur autorité se relâchait, leur énergie déclinait. En 1931, la royauté n'avait plus que des liens symboliques avec le Canada anglais. Et d'un autre côté, en 1964, on éjecta l'Église de tout son rôle politique. Ainsi, au milieu du XXe siècle, Église et royauté sont devenues bientôt comme deux vieilles femmes, que l'on consultait seulement pour des questions de forme. Comme elles étaient bâties d'un genre qui ne meurt jamais, elles survécurent, d'accord. Mais leur clientèle et leur prestige n'avaient plus aucun rapport avec leur pouvoir réel. En se retirant, elles avaient laissé 2 sièges vides, encore chauds, qui furent bientôt occupés par 2 nouveaux acteurs. D'un côté, l'État fédéral remplaçait la monarchie, et de l'autre, la province remplaçait l'Église. Et dès que ces remplaçants aient adopté leurs nouvelles fonctions, l'entente devint une mésentente. Trudeau et l'évêque éprouvaient chacun de leur côté des difficultés à endosser ces grands rôles. On n'aggrave pas si facilement un nouveau manteau de pourpre. Chacun avait une faiblesse et tenta de l'utiliser contre l'autre. La faiblesse de Pierre Elliott Trudeau, c'est que le Canada anglais n'est pas une nation. Ouvrez un manuel d'histoire du Canada, les Français occupent absolument toute la place, jusqu'à la moitié environ. Lorsqu'on y parle de Canadiens, c'est toujours pour désigner les Français, et ce, même des années après la conquête. Il faut attendre 1820 pour que les Anglais rivalisent démographiquement avec les Français. Le Canada n'est pas une nation, il n'a jamais fait la guerre pour une cause nationale. Son indépendance, elle s'est jouée dans un bureau climatisé. Économiquement, il est sans cesse ballotté entre ses liens avec la couronne et sa dépendance aux capitaux américains. Politiquement et militairement, il suit les puissances anglo-saxonnes à peu près partout, dans les triomphes comme dans les échecs. Donc Trudeau n'est l'héritier de rien, ou de pas grand-chose. Mais il a le droit pour lui. Peu surprenant qu'il a toute sa vie montré le caractère froid et tranchant d'un juge constitutionnel. Il utilise un syllogisme pour vaincre un référendum. Ses arguments sont presque toujours des arguments légaux. Je le fais parce que c'est légal. René Lévesque, lui, fait de la politique ancienne, c'est-à-dire fortement détaché du droit. Il laisse une place au souvenir, à l'histoire, à la solidarité, à la ferveur, et oserais-je dire, il donne leur place aux affects dans la politique. Ça se voit sur son visage. Son problème, c'est que l'État provincial ne remplit pas aussi bien que l'Église
son rôle d'éducateur à la résistance québécoise. Certes, il est intransigeant sur la question de la langue, mais il n'a pas cette dimension messianique qui existait dans les grandes religions et qui permettait de surmonter les réflexes matérialistes. L'Église se sentait capable de dire aux Québécois « faites des enfants », et les Québécois obéissaient. Mais cette logique est beaucoup plus difficile à tenir dans un monde agnostique où les Québécois se préoccupent d'abord de leur confort. Pour se garantir contre de potentielles évolutions défavorables, René Lévesque voulut obtenir l'indépendance au plus tôt. Mais ce référendum échoua. Pourquoi échoua-t-il? N'était-il pas conforme aux destinées du Québec? Est-ce que les Québécois ont cessé d'être de bons Québécois? Il est clair que les questions d'identité et les questions d'histoire sont beaucoup moins évocatrices aux Québécois de la génération de René Lévesque qu'à ceux de la génération de Maurice Duplessis. Mais l'échec fut également lié à un autre changement, un autre bouleversement. Les instincts anglo-saxons avaient changé de nature. La menace n'était plus tout à fait la même. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, les anglophones visaient à l'assimilation des francophones. Mais devant la quasi-impossibilité de la tâche, peu à peu, ils adoptèrent une stratégie fort différente. Tellement différente en fait, qu'elle pouvait ressembler à un abandon définitif. Les anglophones commençaient à revendiquer le bilinguisme. Ce bilinguisme n'était plus vu comme une plaie, comme une chose regrettable, comme une incohérence, comme tout le monde le disait et le pensait depuis la conquête. Non, maintenant, on commençait à en faire une fierté, une sorte de qualité curieuse, qui augmentait la richesse et la diversité du monde. L'opposition entre anglophones et francophones, si évidente pendant la crise de la conscription, devenait maintenant un mythe. C'est tout juste si on lui reconnaissait son existence. Et surtout, plus personne ne parlait de la conquête. Elle est devenue à peine un événement. Tout ce qu'on pouvait dire désormais, c'est que anglophones et francophones vivaient en harmonie dans un pays biculturel. Mais il faut se méfier de ce genre de discours anesthésiant. Ironiquement, il coïncidait avec la plus forte poussée d'impérialisme culturel anglo-saxon qu'on pouvait imaginer sur la surface de la planète. Partout dans le monde, la culture anglo-saxonne s'installait, colonisait l'espace avec ses films, ses chansons, ses petits mots anglais qui se glissent dans toutes les phrases, ses sodas, ses chaînes de malbouffe, son esprit rebelle, et cette façon de dire « Carpe diem, laissons les nations et les religions au placard, pensez à vous d'abord ». Cette nouvelle forme d'assimilation était en fait une dépersonnalisation. Les arguments utilisés en faveur du biculturalisme étaient identiques à ceux en faveur du multiculturalisme. Ce que ces anglo-saxons, ou du moins une bonne partie d'entre eux, étaient en train de préparer, c'était peut-être la disparition de toutes les nations, celle du Québec comme celle de toutes les autres. D'ailleurs, qu'il y ait indépendance ou pas, cette attaque ne cessera pas. Fondamentalement, il s'agit d'une offensive idéologique. Si le Québec croit dans la nécessité de son existence, alors il se protégera. Dans le cas inverse, il disparaîtra.